Cette semaine à Soleil tout inclus, on vous fait découvrir une destination prestigieuse. Cette côte ensoleillée est depuis 2 siècles la destination privilégiée des riches notables et de la monarchie. Le Portugal est bordé à l'ouest par l'océan Atlantique et à l'est par l'Espagne. Comme son nom l'indique, le district de Lisbonne accueille la capitale du pays ainsi qu'une des plus belles côtes de l'Europe, la Côte du Soleil. Depuis toujours, la capitale, Lisbonne, et le fleuve le Tage sont les points centraux du pays, tant au niveau historique qu'économique. Ce sont les points de départ de grandes expéditions portugaises, dont la plus célèbre, celle de Vasco de Gama, l'explorateur qui découvrit le passage des Indes. La Côte du Soleil se positionne comme la destination vacances des Lisboètes. Depuis plusieurs siècles, les magnifiques plages, les couchers de soleil et le climat font de cette côte une destination très prisée. Plusieurs rois d'Espagne ont décidé de s'y établir pendant la saison estivale. On voit alors de nombreuses résidences de prestige se construire le long de la côte, principalement autour de Cascais et d'Estoril. Ces 2 destinations soleil sont devenues au fil des ans, tant pour les Portugais que pour les Européens, une destination de prestige où l'élite internationale s'installe. Le casino d'Estoril n'est pas étranger à cet engouement. Destination de vacances et de luxe, la Côte du Soleil propose détente, histoire, beauté et gastronomie. Bienvenue sur la côte est du Portugal, la Côte du Soleil. La première excursion se déroule dans la capitale du pays, qui est aussi la plus grande ville. Considérée comme étant l'une des plus vieilles villes d'Europe, sa fondation remonterait à 1200 avant Jésus-Christ. C'est sa position stratégique sur les bords du Tage qui aurait poussé les premiers habitants à s'y installer. Bienvenue dans la ville de Lisbonne. Lisbonne n'aurait jamais vu le jour, du moins elle ne se serait pas autant développée sans le Tage, le fleuve qui sépare le pays. Située directement à son embouchure, la ville a toujours vécu au rythme de la mer et c'est pourquoi son histoire maritime est si importante. Au premier coup d'œil, vous pourrez apercevoir 2 immenses ponts qui relient les 2 rives. Le pont du 25 avril fut nommé en l'honneur du jour de la Révolution portugaise. L'autre pont, le plus récent, fut nommé en l'honneur du célèbre navigateur Vasco de Gama. Inauguré en 1988, ce pont fait plus de 17 km de long. Aujourd'hui, la capitale est également la ville la plus riche du pays. Elle symbolise la modernité du Portugal et bon nombre de ses quartiers furent réhabilités au cours des dernières décennies. Le Parc des Nations, construit à l'occasion de l'Expo universelle de 1998, représente bien cette modernité. Le thème de l'exposition, Les océans, patrimoine pour l'avenir, ont inspiré les architectes afin de construire cette partie de la ville qui s'étend sur 5 km. Tout est impeccable. Le site est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus vastes projets de reconversion de l'Europe. En quittant le quartier moderne, vous découvrirez le vieux Lisbonne, celui qui apparaît sur toutes les cartes postales historiques. Une multitude de petites maisons à toiture rouge, presque empilées les unes sur les autres, entourées de 7 petites collines. Toutes ces constructions semblent converger vers un point central situé sur les rives du Tage.
La place du commerce fut pendant longtemps un point de transit important pour le pays. C'est de là que partaient et arrivaient les marchandises des navires qui transigeaient avec les colonies portugaises à travers le monde, dont la plus célèbre et la plus riche, le Brésil. La place est également connue sous le nom de la place du Palais, en référence au palais royal qui s'y trouvait avant d'être détruit par un terrible tremblement de terre qui rasa complètement la ville au milieu du 18e siècle. Pour bien apprécier Lisbonne, marcher autour de la place du commerce est de loin la meilleure façon. Tout part ou arrive par ici. Dans les rues avoisinantes, on y trouve de nombreuses boutiques, de très bons restaurants et surtout de remarquables bâtiments. Les petites rues sont étroites et certaines d'entre elles sont tellement escarpées que la circulation en automobile est impossible. Une raison de plus pour découvrir la ville à pied. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre soif de découverte, les transports en commun sont très bien organisés. Les tramways, que les Lisboètes appellent électrico, proposent plusieurs options tout à fait intéressantes pour presque rien. Si vous n'avez qu'un court moment à consacrer au tramway, le numéro 28 traverse les beaux quartiers sur le plan historique. Vous découvrirez le fameux quartier Alfama qui, à chaque année, à l'occasion de la fête de Saint-Antoine, est pavoisé de banderoles et de guirlandes multicolores. C'est également en tramway que vous pourrez vous rendre au château de Saint-Georges, Castelo de São Jorge en portugais. Située tout en haut de la plus haute colline du centre historique, cette forteresse domine la ville et offre aux visiteurs la plus belle vue de l'estuaire du Tage. Ce magnifique château comporte une douzaine de portes et 18 tours. Au fil des siècles, il fut témoin de nombreuses manifestations religieuses, militaires et même royales. C'est ici que, suite à la découverte de la route des Indes, Vasco de Gama eut droit à une superbe réception en son honneur. Le célèbre navigateur est sans contredit un fleuron de l'histoire portugaise. Si vous souhaitez le rencontrer, vous devez vous rendre au monastère des Hiéronymites, situé à l'est de la ville, tout juste à l'embouchure du Tage. Une fois de plus, vous pourrez utiliser le tramway pour vous y rendre. Cet immense monastère est imposant pour plusieurs raisons. D'un point de vue architectural, c'est une œuvre complète et aboutie du style manuélin. D'un point de vue historique, il est encore et toujours le témoin des nombreuses épopées navales du Portugal. Il fut construit grâce au profit du commerce des épices et des richesses rapportées par les grands voyages de découverte. Il renferme également une partie de ses trésors venant des 4 coins du monde. La haute nef du monastère, soutenue par de petits piliers octogonaux, abrite le tombeau du célèbre navigateur. Décédé en Inde après avoir été nommé vice-roi, les restes de Vasco de Gama furent rapportés au pays afin d'être exposés ici et ainsi avoir tout le respect qu'il mérite. À l'extérieur, une imposante tour de guet protège le monastère et l'entrée du port de Lisbonne. La tour de Belém fut construite au début du 16e siècle, peu après les exploits de Vasco de Gama. Au début, la tour servait de poste de défense ainsi que de refuge pour les capitaines. Tout comme le monastère, la tour a résisté au tremblement de terre de 1755. Elle a vu de nombreux navires passer sous son nez à la recherche de nouvelles richesses. Le village de Cascais est une destination très prisée par les touristes. Situé sur le front de mer, face à l'océan Atlantique, Cascais est situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, Lisbonne. Port de pêche traditionnel et station balnéaire très convoitée, on retrouve à Cascais un large éventail d'hôtels pour tous les budgets.
L'hôtel Villa Galé Cascais, avec ses vues fabuleuses sur la mer, est situé à seulement 5 minutes du centre de la ville de Cascais. Cet hôtel 4 étoiles possède 233 chambres réparties dans un bâtiment de 6 étages. À l'intérieur, la décoration est plutôt moderne. On retrouve sur les murs plusieurs œuvres d'art contemporaines réalisées par des artisans du pays. Ici, on sent la fierté des Portugais pour leur pays et pour leurs produits. Sur les étages, vous trouverez les différentes chambres. Les chambres régulières sont spacieuses et leur décoration s'inspire du lobby, classique et contemporaine. On dirait que tout est neuf tellement l'agencement des tissus, de la décoration et du mobilier forment une unité. On y trouve un grand lit, un coin cuisine avec cuisinière, ainsi qu'une salle de bain complète avec bidet, douche et baignoire. Tous les services sont inclus dans la chambre, de la télévision satellite à l'air climatisé. Le petit balcon offre une superbe vue sur la cour intérieure, ainsi que sur la mer avec son phare à proximité. Si vous souhaitez plus d'espace et de confort, l'hôtel dispose de 77 suites juniors. Ces chambres sont plus spacieuses que les chambres régulières et elles offrent plusieurs environnements différents. On y trouve une grande chambre à coucher, un espace bureau, ainsi qu'un coin salon avec 2 causeuses et un espace pour dîner. On y retrouve également un balcon avec mobilier de patio. L'hôtel possède 2 piscines au milieu de la cour intérieure, une grande pour les adultes et une plus petite pour les enfants. Si vous désirez manger à l'hôtel, le restaurant Versatile propose à la fois un service buffet ou encore un service à la carte. Dans les 2 cas, la cuisine traditionnelle portugaise est à l'honneur. Du beefsteak aux sardines, en passant par les plats de morue, vous pourrez visiter le pays bien assis dans la salle à manger. Pour accompagner votre repas, l'hôtel propose des vins tirés de son propre vignoble, la Casa de Santa Vitoria. Dans ce vignoble, plus d'une douzaine de produits différents sont élaborés. Le menu du restaurant a été pensé en fonction des meilleurs accords possibles. Lors de votre repas, ne choisissez pas la bouteille, laissez le sommelier vous la proposer. À moins de 2 km de l'hôtel Villa Galé, vous trouverez un autre hôtel, le Pastena Cascais. Le Pastena Cascais est un hôtel 4 étoiles de 148 chambres. Avec sa position privilégiée, il n'est pas étonnant de constater dès le premier pas dans l'hôtel que tout ici sent, respire et dégage la mer. Les murs, la décoration et les couleurs s'inspirent de cet environnement. Les chambres standards sont dotées d'un grand lit et d'un mobilier de bois. On y trouve un coin cuisine bien aménagé. Et vous trouverez également un généreux panier de fruits accompagné de l'ambassadeur par excellence du Portugal, un Porto. Les chambres supérieures sont beaucoup plus spacieuses. L'hôtel offre également un généreux panier de fruits, mais cette fois-ci, la bouteille qui l'accompagne est un champagne. Toutes les chambres possèdent un balcon offrant une vue sur la mer ou encore sur les jardins de l'hôtel. C'est dans les jardins que se trouve l'imposante piscine extérieure qui communique avec une piscine couverte. C'est dans cette partie que vous pourrez relaxer dans le bain tourbillon installé au bout de la piscine. L'hôtel possède un restaurant à la carte et 2 bars. Le bar Atlantique est parfait pour s'offrir un moment de détente. Il présente une imposante liste de vins du pays, de Porto et de jus frais. Vous pouvez aussi simplement déguster un café bien frais tout en planifiant votre excursion de la journée. On dit que l'origine du mot Cascais viendrait du pluriel du mot cascale, qui signifie tas de coquilles. Ici, la mer est riche en mollusques et en crustacés. C'est pourquoi les habitants ont décidé, depuis des milliers d'années, de vivre au rythme de la mer.
Bienvenue dans la ville de Cascais. L'histoire de Cascais se perd dans la nuit des temps. Les toutes premières traces d'occupation de la ville remonteraient à l'ère paléolithique, qui se situe à environ 35 000 ans avant notre ère. Plus récemment, les Romains vécurent ici, les Arabes, les Visigoths ainsi que les Maures. Mais Cascais, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a pris son envol vers le 12e siècle, alors que les habitants reprirent la ville des mains des envahisseurs et commencèrent à s'adonner à la pêche de manière assidue. Depuis, le mot pêche et Cascais sont indissociables. Sur les bords de la baie, on peut observer les nombreux quais qui accueillent tout l'attirail de pêche nécessaire, ainsi que les nombreux pêcheurs qui fourmillent. Mais dans le port, il n'y a pas que la pêche qui attire. La côte de Cascais porte également le surnom de Riviera portugaise. Depuis le 19e siècle, la monarchie et la noblesse ont décidé de s'y établir pendant les mois d'été. De plus, un des voisins de la ville, le Casino Estoril, attire également son lot de visiteurs. La marina est donc devenue un transit de gens riches et célèbres. Il n'est pas rare de voir de somptueux bateaux mouiller l'ancre dans la magnifique baie. Dominant la baie, la citadelle de Cascais est étroitement liée au développement de la ville. À la fin du 19e siècle, le roi Louis II décida de faire de la citadelle sa résidence d'été. Avec ce nouveau résident dans la ville, Cascais connut un essor considérable. On y construisit les plus belles routes et la citadelle fut la toute première au pays à obtenir la lumière électrique. Aujourd'hui, Cascais demeure une station balnéaire très prisée et surtout une superbe ville à visiter. Dans le labyrinthe des petites rues, vous pourrez admirer une architecture sobre mais assez fortunée. Les constructions sont toutes assez récentes compte tenu du tremblement de terre qui n'épargna pas Cascais. Les petits cafés et les restaurants juxtaposés aux résidences cossues donnent à la ville une unité architecturale presque parfaite. Et cette unité atteint son paroxysme à la place centrale. Le grand espace est entouré de magnifiques résidences, de commerces et de restaurants. Mais c'est le sol qui semble unifier les différentes parties. Les vagues créées par l'immense mosaïque impressionnent. Mais c'est lorsqu'on les regarde de plus près qu'on comprend que cette mosaïque est colossale. Chacune des pierres est taillée au millimètre près afin que l'œuvre soit parfaite. Cascais vit au rythme de la mer et de la richesse, et cette œuvre rend hommage à ce style de vie. En continuant votre visite à pied de Cascais, vous pourrez découvrir un des plus importants musées du Portugal, le Museu Conde de Castro Guimarães. Au premier coup d'œil, l'édifice ressemble à un château médiéval. En fait, c'est un ancien palais qui fut converti en musée en 1924. À l'intérieur, les nombreuses salles proposent des collections vivantes, tellement qu'on dirait que les œuvres d'art, les toiles et les artefacts font partie du mobilier plutôt que d'une exposition. On y trouve 9 salles d'exposition, dont la salle de musique. Décorée des armoiries de Guimarães Conde de Castro, la pièce de résistance de cette salle est un magnifique orgue comptant plus de 1170 tuyaux. Fabriqué en 1912, cet orgue fait partie des véritables meubles du château et a servi à égayer de nombreuses soirées. Tout comme la salle de musique, les autres salles du château proposent des œuvres d'une très grande richesse venant de partout à travers le monde. Vous pourrez admirer de la porcelaine orientale du 18e siècle, des mobiliers portugais, de nombreux tableaux d'artistes portugais et des sculptures. La salle d'archéologie rassemble tous les éléments recueillis lors des fouilles dans la région. La salle d'armes présente la collection complète de l'arsenal du château, ainsi que les armoiries du premier propriétaire de l'époque.
Lors de votre visite, prévoyez assez de temps afin de pouvoir observer chacune des salles. Ce musée est unique et pour bien l'apprécier, il ne faut pas être pressé. Surtout si vous souhaitez visiter la bibliothèque qui compte plus de 25 000 livres. Pour terminer votre visite de Cascais, rendez-vous sur les bords de la mer sur l'une des plages de la ville. Une des plus spectaculaires, du moins pour y faire de l'observation, est la plage de Guinchou. Si jamais vous êtes téméraire, vous pouvez faire comme les adeptes de planche à voile et de surf et affronter les grosses vagues et le courant fort. Sinon, bien assis sur les dunes de sable, vous aurez tout de même beaucoup de plaisir à simplement observer ces sportifs à l'œuvre. De plus, c'est une belle façon de terminer la journée et de dire au revoir à Cascais. Les 2 prochains hôtels sont situés à Estoril, tout près du centre de Cascais. Chez nous, on dirait qu'Estoril est un arrondissement de Cascais. Ici, ce sont des fréguésias, ou si vous préférez, des paroisses. Estoril est une station balnéaire très en vue sur la côte portugaise. Avec sa piste de course et son casino, la ville accueille bon nombre de visiteurs et c'est pourquoi les hôtels chics sont de plus en plus nombreux. Parmi ceux-ci, l'hôtel Londres Estoril est un hôtel fraîchement rénové au goût du jour, situé à moins de 500 mètres du casino. À l'extérieur, le look moderne de l'établissement se marie très bien avec les îlots fleuris et les bassins des jardins extérieurs. À l'intérieur, tout est de bon goût. Les lignes simples et épurées des meubles du lobby invitent au calme et à la détente. C'est d'ailleurs dans cet endroit que vous pourrez vous offrir un délicieux café et quelques viennoiseries. L'hôtel offre à sa clientèle 118 chambres, dont 7 suites. Toutes les chambres proposent un grand lit ou encore 2 lits simples. Vous trouverez également un téléviseur avec antenne satellite. Le balcon possède un magnifique sofa griffé, une table et 2 chaises et propose une vue sur les jardins et la piscine de l'hôtel. Tout juste à côté de la piscine, les plus jeunes ont également de quoi s'amuser pendant la journée. Cet hôtel est un pied-à-terre idéal pour les voyageurs et les familles qui désirent visiter la ville et dormir dans un endroit très confortable. Pour casser la croûte, le Sal et Pimenta propose des bases de la cuisine portugaise où le poisson est à l'honneur. Le prochain hôtel est situé tout près de la plage et du casino d'Estoril. Bienvenue au Amazonia Estoril. À première vue, l'hôtel pourrait ressembler à une résidence de prestige des quartiers les plus riches du monde. Avec ses 28 chambres et appartements, on comprend vite qu'ici, le volume n'est pas une règle et que le confort prime par-dessus tout. Au premier étage, on trouve une salle de jeu et de lecture conviviale. L'espace est tellement coquet qu'on dirait qu'on est invité dans les appartements personnels des propriétaires. Les chambres sont conçues afin de se retrouver dans un havre de paix. Les chambres doubles sont spacieuses.
On y trouve un téléviseur à écran plat, une salle de bain complète, ainsi qu'un balcon permettant d'observer les plus beaux paysages du coin. Les studios proposent un espace encore plus grand avec un coin cuisine, un salon et un grand balcon. La décoration est d'un blanc immaculé, ce qui ajoute au prestige de la chambre. Dans le magnifique jardin de la cour, vous trouverez une piscine. Si vous désirez manger à l'hôtel, le restaurant présente aux clients un menu composé de cuisine portugaise et internationale. Notre prochaine excursion se déroule dans la Freguesia d'Estoril. Avec son championnat de tennis, son casino et son circuit de course, Estoril a su se démarquer sur la scène internationale. C'est beaucoup de prestige pour une petite paroisse de moins de 30 000 habitants. Il faut dire que depuis la fin du 19e siècle, Estoril fut prise d'assaut par toutes les têtes couronnées du pays afin de fuir la chaleur accablante de la capitale pendant la saison estivale. Quelques années plus tard, vers 1930, Estoril fut officiellement déclarée capitale du tourisme. La plage de Tamaris est en partie responsable du succès de la station balnéaire. Elle est située sur la Côte du Soleil, que les gens appellent le joyau européen du tourisme. De plus, avec une grande concentration de haute bourgeoisie, d'aristocratie et de milliardaires, le paysage s'est considérablement modifié. De somptueuses résidences longent cette plage et lui confèrent un air grandiose. Les constructions s'inspirent du style maure, gothique ou encore des manoirs anglais et français. Finalement, les infrastructures et les services offerts à la plage sont impeccables. On y trouve bon nombre de parasols à louer, des douches ainsi qu'une jolie promenade. Si vous avez le pied marin, vous pouvez également louer une embarcation et partir à l'aventure sur la mer. La baie est un endroit parfait pour la navigation. Mais cette plage n'est pas réservée qu'aux plus nantis du monde. Tous peuvent en profiter. Il n'est pas rare de voir une partie du quai transformée en tour de plongeon olympique improvisée par les enfants du quartier. L'endroit est également reconnu pour son succès de pêche. Petits et grands aiment bien lancer leur ligne au bout de la jetée. Après votre baignade à la plage, vous pouvez traverser la rue et vous rendre dans un des endroits les plus fréquentés de toute l'Europe. Vous aurez à traverser les immenses jardins situés devant ce haut lieu du jeu. À eux seuls, les jardins valent le détour. Au milieu des jardins trône une statue de Fausto de Figueiredo, un pharmacien reconnu pour avoir développé Estoril pour en faire une destination touristique internationale. C'est grâce à lui que le casino a pu voir le jour. Aujourd'hui, le Casino Estoril est le plus grand casino d'Europe. On raconte que ce serait ici que Ian Fleming aurait eu l'inspiration afin d'écrire le film Casino Royale. En sortant du casino, vous pouvez prendre la route et aller découvrir un point de vue exceptionnel de la région. Déjà, à l'horizon, une falaise se pointe. Ce point géographique se nomme Cabo da Roca. C'est le point le plus occidental de tout le continent européen et un des lieux les plus emblématiques du Portugal.
Cabo da Roca était déjà connu par les Romains. Ces derniers l'auraient baptisé Promontorium Magnum, ce qui peut se traduire par Grand Cap. C'est le point le plus haut en altitude de toute la côte. Mais c'est au 16e siècle que le Cap fit son entrée officielle dans l'histoire du pays, alors que le poète le plus en vue du Portugal fit une description de l'endroit. Onde a terra se acaba e o mar começa, ce qui veut dire là où finit la terre et commence la mer. Depuis, l'endroit est devenu un passage obligé pour toute personne qui visite la région. Le phare de Cabo da Roca date de 1772. Avec les vents dominants du nord et du nord-est, l'endroit est souvent couvert d'un épais brouillard. Grâce au phare, les navires peuvent naviguer en toute sécurité. Au-dessus de 140 mètres du niveau de la mer, on peut facilement se mettre dans la peau des explorateurs qui souhaitaient découvrir de nouveaux mondes. Le site est très bien aménagé. C'est un endroit idéal pour pique-niquer. On y trouve également le bureau de tourisme où vous pourrez vous procurer de jolies répliques du célèbre phare. Au fil des années, la ville de Sintra est devenue une attraction touristique majeure et on peut facilement comprendre pourquoi. Un massif rocheux d'origine volcanique protège une magnifique ville que l'on qualifie de ville romantique par excellence. Bienvenue à Sintra! Sintra est située à environ 35 km de la capitale Lisbonne et à environ 16 km de Cascais. En arrivant près de la Sintra, le village se dessine, se dévoile tranquillement au milieu des arbres. De superbes résidences se dressent fièrement au milieu de ce village pittoresque. Les quintas, ces magnifiques propriétés, appartenaient à la bourgeoisie de l'époque. Dans le centre du village, où voitures et calèches se côtoient, l'atmosphère est charmante. On croirait effectuer un retour dans le temps. Tout semble figé depuis des années pour le plaisir des touristes et des habitants. Sintra est parsemé de petites places publiques, de cafés et de restaurants. Vous n'avez qu'à vous promener à pied dans les rues et suivez votre instinct. Chaque détour est charmant. Un des endroits les plus prestigieux de la ville est le Palais national de Pena. Trônant sur un des sommets de la Sierra de Sintra, la petite chaîne de montagnes qui protège la ville, le palais se distingue par son architecture particulière. On y trouve un mélange de styles et de couleurs assez surprenant. Une fois l'étonnement passé, vous serez piqué de curiosité par cet amalgame de tendances qui sort de l'ordinaire. Construit au milieu du 19e siècle par le roi Ferdinand II, mieux connu sous le nom de roi artiste, le palais mélange harmonieusement les courants architecturaux maures, gothiques, manuélins et baroques, sans compter les styles qui sont difficilement identifiables. Les couleurs sont tout aussi éclectiques. Les couleurs jaunes, rouges et ocre, mélangées aux différents tons de briques et de pierres, donnent au palais les airs d'une palette de peintres impressionnistes.
La porte d'entrée est impressionnante avec sa statue de Triton, fils de Poséidon, qui veille sur les invités du palais. L'intérieur est tout aussi étonnant que l'extérieur. Toutes les salles possèdent une signature unique. Chaque meuble, chaque objet est une œuvre d'art de haute qualité. Dans la cuisine, les chaudrons de cuivre bien rangés sur le mur confirment que dans cet endroit, l'opulence côtoie la démesure. Et la salle à manger royale, située juste à côté, en est un autre bon exemple. Les détails au plafond de la chambre à coucher n'échappent pas à cette richesse. C'est une œuvre d'art digne d'un musée. Sur les balcons, les points de vue sont saisissants. Ferdinand II, dit le roi artiste, avait beaucoup de goût. Le seul bémol à toute cette richesse est plutôt triste. Malheureusement, le roi Ferdinand n'aura jamais pu profiter pleinement de son château. Il est décédé l'année où la résidence fut achevée. Il existe d'autres châteaux à Sintra que vous pouvez visiter. Le palais de la Regaleira se trouve au centre de la ville. Les détails concernant la construction du palais restent encore flous. Certains écrits racontent qu'à la fin du 17e siècle, un notable portugais était propriétaire d'une vaste demeure qui correspondrait au domaine actuel. Mais c'est en 1892 que l'histoire débute vraiment, alors qu'un riche docteur achète la propriété et décide de construire le palais qu'on connaît aujourd'hui. De style gothique, cette œuvre d'art est accessible au grand public depuis quelques années seulement. C'est aujourd'hui la ville de Sintra qui en est propriétaire. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la visite de ce magnifique palais doit également figurer à votre agenda. Un peu plus haut sur la montagne, le Château des Morts, communément appelé le Castelo dos Muros, est une imposante forteresse construite vers le 8e ou le 9e siècle. Sa muraille, longue de près d'un demi-kilomètre, ressemble à la muraille de Chine, en beaucoup moins imposant. Le point de vue de ce poste de défense est impressionnant. Avec ses 5 tours d'observation, on pouvait facilement apercevoir l'ennemi qui arrivait au loin. Pour terminer votre journée à Sintra, vous pouvez vous la couler douce à Praia Grande, la plage la plus populaire de la région. Intégrée au parc naturel de Sintra-Cascais, cette plage offre un terrain de jeu idéal pour les amateurs de surf et de body surf. C'est d'ailleurs ici qu'à chaque année se déroule le championnat mondial de bodyboard, une discipline qui s'apparente au surf. Sur la promenade, vous trouverez quelques cafés, des restaurants ainsi que des magasins de sport spécialisés. Si vous n'êtes pas adepte de surf ou de bodyboard, simplement regarder les sportifs à l'œuvre est une activité en soi. On y voit des scènes pittoresques qui pourraient sortir tout droit d'un film d'époque. Peu importe l'activité que vous pratiquez, le coucher de soleil sur cette plage est le même pour tous. La Côte du Soleil est bien plus qu'une immense station balnéaire.
c'est une côte unique où les paysages et les histoires fantastiques ne font qu'un. En marchant dans les rues de Lisbonne, on ne peut dissocier l'histoire des morts aux aventures extraordinaires de Vasco de Gama sur les mers du monde. Sur la côte Soleil, Cabo da Roca était un endroit de prédilection pour les Romains bien avant que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique. Aujourd'hui, on dirait que le temps s'est figé. Mais même si les années passent, les couchers de soleil, eux, sont toujours les mêmes. Pour profiter pleinement de toutes ces richesses, il existe plusieurs hôtels très confortables, situés à quelques kilomètres à peine des meilleurs endroits à visiter dans la région. Si vous choisissez Cascais, le Villa Galé Cascais et le Pastena Cascais proposent un hébergement abordable situé à quelques pas seulement de la marina. Si votre choix s'arrête sur Estoril, l'hôtel Londres Estoril et Amazonia Estoril se distinguent par leur côté plus moderne, plus design. Au Portugal, peu importe la ville que vous choisirez, vous serez bien logé à coup sûr. Et surtout, vous serez hébergé dans une région extraordinaire que les rois du pays ont choisi pour passer leurs vacances, soleil tout inclus.